L'Union européenne a présenté ce mardi un plan à 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Une annonce qui illustre à quoi pourraient ressembler les prochains mois, voire les prochaines années, avec un réarmement massif du continent, y compris un réarmement de la France, avec Emmanuel Macron qui a pris la parole ce soir. On va donc voir tout ça, voir aussi tout ce qui fait débat sur ce sujet extrêmement sensible. L'idée étant, comme d'habitude, d'avoir toutes les clés de compréhension pour que vous puissiez vous faire votre avis sur le sujet. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour, en voix off cette semaine puisque je suis en déplacement. L'Europe fait face à un danger clair et immédiat d'une ampleur qu'aucun d'entre nous n'a connue dans sa vie d'adulte. Ces mots, ce sont ceux d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est l'une des principales instances de l'Union européenne, et elle a donc dévoilé ce mardi son plan pour réarmer l'Europe. Alors je ne vous apprends rien si vous suivez la chaîne, cette annonce, elle se fait dans un contexte international qui est particulièrement explosif. Après son altercation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi suspendre temporairement au moins l'aide américaine à l'Ukraine dans sa lutte donc contre l'invasion par la Russie de son territoire. Au-delà de cette mise en pause de l'aide militaire, les États-Unis menacent de se désinvestir de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Donald Trump a récemment déclaré qu'il envisagerait de retirer les États-Unis de l'Alliance dans le cas où des pays membres ne paient pas leurs factures et ne contribuent pas suffisamment aux dépenses de défense. Enfin, alors que la situation en Ukraine est particulièrement délicate, beaucoup de pays européens s'inquiètent du risque d'une attaque ou d'une invasion russe contre un autre pays européen. C'est notamment l'alerte qui a été faite par les services de renseignement danois qui alertent donc sur un risque d'attaque russe d'ici à 2029 et ce dans le cas où l'OTAN est affaiblie. Alors rapidement, en quoi consiste ce plan qui a été annoncé par Ursula von der Leyen? En fait, c'est un plan qui est en 5 volets et qui prévoit de mobiliser 800 milliards d'euros. Alors 800 milliards d'euros en priorité pour la défense européenne, mais aussi pour fournir une aide immédiate à l'Ukraine face au retrait des États-Unis. Et pourquoi est-ce que les dirigeants européens souhaitent toujours aider l'Ukraine? Eh bien, ils estiment que si l'Ukraine est lâchée face à la Russie, eh bien, la Russie pourrait déjà s'emparer de l'Ukraine et ensuite considérer qu'elle est capable d'envahir d'autres pays, y compris d'autres pays européens, sans faire face à une résistance importante. Alors ce plan, je l'ai dit, il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est une mobilisation d'environ 150 milliards d'euros de prêts, des prêts qui vont être octroyés aux 27 pays de l'Union européenne. Et c'est un prêt donc qui devrait être remboursé, mais qui a pour objectif de financer un armement européen. Ici, on parle principalement de défense anti-aérienne, de missiles, de drones, de systèmes anti-drones ou encore d'équipements d'artillerie. Sachant que, comme je viens de le dire, certains de ces achats pourraient être aussi envoyés en partie à l'Ukraine. Le deuxième volet, il consiste à encourager les États membres de l'Union européenne à augmenter leur propre budget de défense. Et pour ça, Ursula von der Leyen a affirmé sa volonté d'inciter les États membres à augmenter ses dépenses, et ce, même s'ils ne respectent pas les restrictions budgétaires européennes. Alors on va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Aujourd'hui, en théorie, le déficit public des États européens ne doit pas dépasser 3% du PIB. Alors je dis en théorie parce qu'en pratique, il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Et donc là, en gros, ce que dit la Commission européenne, c'est que, ils vont être beaucoup plus flexibles sur cette question-là, et ce, afin de permettre donc un réarmement. Troisième point qu'on peut noter rapidement, la présidente de la Commission européenne veut mobiliser le fonds de cohésion afin de financer donc des projets de défense. Alors le fonds de cohésion, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui est destiné à soutenir les régions les plus défavorisées de l'Union européenne. Il dispose aujourd'hui d'un budget de 392 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et là, en l'occurrence, c'est des subventions. Donc, c'est pas un prêt, mais bien une subvention donc qui vient de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne souhaite qu'une partie de ce fonds puisse servir pour des budgets de défense. L'avant-dernier volet qui a été présenté, c'est l'idée de faire appel à la Banque européenne d'investissement qui actuellement ne peut pas financer directement des projets de défense. Enfin, dernier volet, la Commission européenne veut davantage mobiliser le secteur privé, mais là-dessus, on n'a pas forcément plus d'informations, donc faut voir à quoi ça ressemble dans les prochains jours. Bon, mais ce que je viens de vous montrer là, c'est en quelque sorte la théorie, c'est-à-dire que c'est ce que souhaite mettre en place la Commission européenne pour toute l'Union européenne. Mais en pratique, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il y a des arbitrages qui vont être faits à l'échelle de chaque pays. Et puis au-delà de ça, c'est un plan qui doit être approuvé par l'Union européenne. A priori, ce genre de plan, ça doit être approuvé à l'unanimité. Or, je vous passe le détail, mais il y a certains États qui ne seront pas forcément favorables à tout cela. On peut noter par exemple que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a indiqué qu'il bloquerait probablement ce type de projet.
lui qui est plutôt en faveur de négociations directes de l'Union européenne avec la Russie au sujet de la guerre en Ukraine et qui globalement est beaucoup plus proche de la position de Donald Trump ou encore de la position de la Russie ces dernières semaines. Par ailleurs, le choix de s'endetter autant sur ce sujet pourrait faire débat dans certains cas. Alors certains élus estiment que si on est capable de le faire sur la question de l'armement, on devrait aussi être capable de le faire sur d'autres sujets, par exemple sur le climat. Par ailleurs, il y a une question financière évidemment qui va se poser dans les prochains jours, avec peut-être à l'échelle de certains États plus largement une question d'arbitrage entre la question de l'armement par rapport à d'autres éléments de dépenses importants. Et par ailleurs en France, on peut voir qu'il y a un débat, il y a par exemple des députés de la gauche, mais aussi d'ailleurs dans certains cas du camp d'Emmanuel Macron, qui demandent plutôt au gouvernement de saisir les 300 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont gelés par l'Union européenne et par les pays du G7 et d'utiliser ces 300 milliards d'euros pour financer la défense de l'Ukraine. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? En fait, on parle de sommes d'argent russes qui sont placées au sein de l'Europe, qui sont actuellement bloquées. Mais donc certains pays européens et certains élus estiment qu'il faut se saisir de cet argent-là et pouvoir l'utiliser contre la Russie justement, sachant qu'aujourd'hui cet argent russe qui est placé par exemple en Europe, il n'est pas saisi intégralement. En fait, ce qui est saisi, ce sont les intérêts qui sont générés par ces placements. Bon, en tout cas, il faudra voir les débats et les discussions dans les prochains jours. On sait par exemple que sur le fonds de cohésion, l'Italie pourrait s'y opposer parce qu'elle bénéficie beaucoup de ce fonds aujourd'hui. Bref, il faudra voir dans les prochains jours à quoi ressemblent les discussions. Tout cela pourrait se préciser dans les prochaines semaines avec notamment un sommet européen à Bruxelles qui est prévu les 20 et 21 mars. Côté français, globalement, Emmanuel Macron a exprimé son soutien à cette initiative. On peut noter que les socialistes ou encore les écologistes y sont aussi plutôt favorables. De leur côté, la France Insoumise ou encore le Rassemblement National se sont dit opposés à ce plan. Le député de la France Insoumise, Bastien Lachaud, a notamment dénoncé une initiative, je cite, antidémocratique. Selon lui, la question de la défense n'appartient pas à la question de l'Union européenne. Le porte-parole du Rassemblement National, Laurent Jacobelli, a lui accusé l'Union européenne de profiter de cette guerre pour s'octroyer encore plus de pouvoir. Et donc en fait, ce qu'on voit ici avec ces déclarations, c'est que ça pose une question plus large. Alors une question plus large sur la question du réarmement, y compris de la France, mais une question aussi sur les pouvoirs de l'Union européenne. C'est vraiment pas une question qui est nouvelle. Il y a certains politiques, par exemple Emmanuel Macron, qui sont favorables, par exemple, à une défense européenne, à davantage de moyens mis en commun entre tous les pays de l'Union européenne. Et puis il y a d'autres pays qui estiment que la question de la défense, c'est quelque chose qui doit se gérer à l'échelle nationale et donc que toutes ces questions-là doivent se discuter uniquement à l'échelle du Parlement français. Enfin, dernière chose qui pourrait faire fortement débat dans les prochains jours, on aura l'occasion d'en reparler, Emmanuel Macron a déclaré qu'il était prêt à étendre le champ de la dissuasion nucléaire française au niveau de l'Union européenne potentiellement. Il a notamment évoqué un dialogue stratégique avec les pays européens qui n'ont pas l'arme nucléaire. Alors attention, dire ça ne veut pas dire donner nos armes nucléaires ou nos codes nucléaires pour les partager à d'autres pays. Par contre, il peut y avoir une question de protection d'autres pays européens avec cette arme nucléaire. Mais tout ça, c'est un sujet à part entière, c'est un sujet qui est très sensible et qui est très intéressant au passage à aborder parce que vous allez le voir, il y a beaucoup de choses qui font débat. Donc je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, pour terminer et avant de passer aux actualités en bref, Emmanuel Macron a pris la parole ce soir à 20h. Alors vous l'avez peut-être suivi notamment sur notre compte Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, on vous a déjà résumé tout ça, mais je laisse tout de même la parole à Blanche pour vous résumer tout ça et évidemment vous tient au courant sur ces débats dans les prochains jours. Merci Hugo et bonjour à tous. Avant de passer au en bref, je voulais donc revenir rapidement sur l'allocution d'Emmanuel Macron ce mercredi soir. Le président s'est exprimé pendant un peu plus de 10 minutes au sujet du contexte international et de la guerre en Ukraine. Alors c'était un discours assez grave avec des déclarations fortes qui intervient alors que le président américain Donald Trump a décidé donc de suspendre l'aide américaine à l'Ukraine et à la veille d'un sommet européen extraordinaire à Bruxelles consacré à la défense. Emmanuel Macron a notamment déclaré, je cite, « La menace russe est là et touche les pays d'Europe. La Russie continue de se réarmer. Qui peut donc croire dans ce contexte que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ?» Selon le président, des forces européennes pourraient être déployées en Ukraine une fois la paix signée, tout en précisant qu'elles n'iraient pas se battre aujourd'hui sur la ligne de front. Il n'est donc pas question ici de déclarer la guerre à la Russie. Emmanuel Macron a aussi annoncé que la France réunira la semaine prochaine à Paris les chefs d'état-major des pays prêts à garantir une future paix en Ukraine. Il a promis des investissements supplémentaires dans la défense sans augmenter les impôts des Français. Le président de la République a aussi évoqué la décision, je cite, incompréhensible de la hausse des droits de douane de Donald Trump sur les produits canadiens, mexicains et européens, espérant convaincre le président américain d'y renoncer. Enfin, Emmanuel Macron a proposé un débat sur une dissuasion nucléaire élargie aux alliés européens, c'est ce qu'on disait juste avant dans la une, tout en précisant que quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République. Et on continue avec cette actu, le président américain
américain Donald Trump a prononcé ce mardi un long discours d'1h40 devant le Congrès américain, donc devant la Chambre des représentants et le Sénat. C'est le plus long discours tenu devant le Congrès de toute l'histoire américaine. Alors je vais pas tout vous résumer, mais il faut noter que c'était un discours principalement basé sur la politique intérieure des États-Unis, même s'il s'est exprimé sur la situation internationale plutôt à la fin. Alors il a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui avait écrit dans une lettre être prêt à négocier et à signer un accord sur les minerais. Il avait refusé de signer vendredi dernier lors de leur altercation à la Maison-Blanche. Le président américain a également affirmé avoir eu des discussions sérieuses avec la Russie, affirmant que le pays est lui aussi prêt pour la paix avec l'Ukraine. Donald Trump a par ailleurs de nouveau menacé le Groenland, ce territoire qui appartient au royaume du Danemark, qu'il entend récupérer, je cite, d'une manière ou d'une autre. Il a également réaffirmé sa volonté de reprendre le canal de Panama. En tout cas, pendant son discours, de nombreux élus démocrates, donc du camp de Joe Biden, ont exprimé leur désaccord et les rangs du parti se sont progressivement vidés. Un élu démocrate a même été expulsé après avoir protesté à voix haute et d'autres ont brandi des pancartes portant des inscriptions comme faux ou encore Musk vole, en référence donc au milliardaire Elon Musk qui fait partie du gouvernement américain. Deuxième actu, les États-Unis ont rejeté ce mercredi le plan pour la reconstruction de Gaza, approuvé la veille par les dirigeants arabes. Réunis en Égypte, les dirigeants des pays de la Ligue arabe, composés de 22 membres, dont l'Égypte, la Syrie, la Jordanie ou encore les Émirats arabes unis, ont présenté ce plan comme une alternative au projet de Donald Trump de placer la bande de Gaza sous contrôle américain. Ce plan arabe prévoit de reconstruire Gaza d'ici à 2030 sans déplacer sa population, comme ce que veut Donald Trump, et comporte un montant de 53 milliards de dollars sur 5 ans, une estimation équivalente à celle de l'ONU pour reconstruire la bande de Gaza. L'organisation a aussi appelé à unifier les Palestiniens sous l'Organisation de libération de la Palestine, en excluant donc le Hamas, qui est au pouvoir à Gaza et qui est considéré comme terroriste par de nombreux pays. Cependant, je le disais donc, l'administration de Donald Trump a rejeté ce plan, affirmant, je cite, que la proposition actuelle ne tient pas compte de la réalité que Gaza est actuellement inhabitable et que les résidents ne peuvent pas vivre humainement dans un territoire couvert de débris et de munitions non explosées. Le Hamas a de son côté salué ce plan et Israël l'a également formellement rejeté. En tout cas, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé la tenue en avril d'une conférence internationale sur la reconstruction de Gaza en coopération avec les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit de son côté soutenir fermement le plan arabe. Troisième actu, 300 médecins étrangers exerçant en France ont débuté ce mercredi une grève de la faim qui doit durer 3 jours avant une manifestation prévue ce samedi devant le ministère de la Santé. Ces praticiens qui ont obtenu leur diplôme en dehors de l'Union européenne protestent contre l'absence de régulation accordée, pourtant promise par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et Emmanuel Macron en janvier 2024. Cette régularisation, elle leur permettrait d'obtenir l'autorisation d'exercer légalement en France. Sans elle, leur diplôme n'est pas pleinement reconnu et ces médecins doivent donc enchaîner des contrats précaires sous-payés avec une importante insécurité administrative. Mais le processus de régularisation est aujourd'hui souvent fastidieux. À la suite des dernières épreuves pour être régularisés, 20% des places qui devaient être attribuées n'ont par exemple pas été accordées. Aujourd'hui, près de 5000 médecins qui ont obtenu leur diplôme dans un pays hors UE exercent en France. Quatrième actu, en 2050, plus de la moitié de l'humanité pourrait être en surpoids ou obèse, selon une étude publiée ce mercredi dans la revue scientifique The Lancet. Plus précisément, 3 adultes sur 5 et 1 jeune sur 3 seront concernés par l'obésité d'ici 25 ans. Selon l'étude, entre 1990 et 2021, les adultes en surpoids et obèses ont pratiquement triplé, en passant de 731 millions à 2,11 milliards. Chez les enfants et les jeunes de 5 à 24 ans, les proportions ont doublé dans le même temps, passant de 198 à 493 millions. À noter que selon l'étude, les jeunes générations prennent du poids plus rapidement que les précédentes et l'obésité survient donc plus tôt. Pour lutter contre l'obésité, l'étude préconise un plan d'action pour les 5 prochaines années. Parmi les mesures proposées, réglementer la publicité des aliments ultra transformés ou encore intégrer des infrastructures sportives et des terrains de jeu dans les écoles. En France, 10 millions de personnes sont actuellement atteintes d'obésité selon une étude menée par la Ligue contre l'obésité. Et on termine avec cette actu, YouTube va limiter en France et en Europe l'exposition des adolescents aux vidéos faisant la promotion de conseils financiers douteux ou de comportements malveillants. C'est ce qu'a annoncé la plateforme ce mardi dans un communiqué. Sont concernées les vidéos qui mettent par exemple en avant des stratégies pour devenir riche rapidement, des techniques de triche en examen ou encore des vidéos d'utilisateurs qui se moquent des passants dans la rue. YouTube a indiqué suivre les recommandations d'un groupe d'experts spécialisés dans le développement de l'enfant et la santé mentale, alors que le temps d'exposition des plus jeunes aux écrans ne cesse d'augmenter. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Pour suivre l'actualité, je pense que vous le savez, mais on est aussi très présent sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas à vous abonner. Et ce format il est aussi disponible en version podcast. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.